A, C'est tout? B, C'est par où? C, C'est à quel nom? D, C'est pour quand? A, Entrez, c'est par ici. B, Lavez-vous bien, c'est sale. C, Prenez-le 2 fois par jour. D. Écoutez-le, c'est important. A, 2 tickets, s'il vous plaît. B, Un plat et une boisson, c'est tout. C, Un bouquet pour offrir, merci. D. Un comprimé 2 fois par jour. Bonjour, comment vas-tu? A, Avec plaisir. B, Bien, et toi? C, Jean-Marc, et toi? D. À la bibliothèque. Le petit Victor attend sa maman à l'accueil du magasin. Que dit cette annonce? À partir de mercredi, la canicule apportera des températures bien au-dessus des normes saisonnières. N'oubliez pas de vous hydrater régulièrement. Le temps sera très sec avec des vents violents dans le bassin méditerranéen. Qu'annonce ce bulletin météorologique? Le train numéro 6610 en provenance de Marseille-Saint-Charles et à destination de Paris-Gare de Lyon, départ initialement prévu à 9h56, va entrer en gare voie E. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai s'il vous plaît. Qu'annonce ce message? Bonjour, je voudrais une chambre double avec douche, s'il vous plaît. Très bien, monsieur. Vous prendrez 2 petits déjeuners? Oui. À quelle heure doit-on quitter la chambre? Avant 10 heures. Voilà les clés. Vous me réglerez en partant demain matin. Bonne soirée. Quand faut-il payer la chambre? Service après-vente, bonjour. Bonjour monsieur, je vous appelle parce que j'ai acheté une machine à laver il y a un mois et aujourd'hui elle est en panne. Tout est bloqué. Est-ce que vous pourriez m'envoyer un technicien rapidement s'il vous plaît? Ne quittez pas, madame, je vais voir ce que je peux faire. Quel est le problème de cette personne? Il fêtera son 90e anniversaire dans un mois, mais le fondateur de notre revue continue d'apporter sa contribution en tant qu'éditorialiste. Notre série documentaire de cette semaine lui consacre un numéro spécial, Portrait d'un homme de conviction, ce soir sur France 5 à 20h30. Quel est le message annoncé? Bonjour, nous voudrions nous inscrire au cours de français la semaine prochaine. Oui, bien sûr. Quel cours vous intéresse? Le cours de conversation le mercredi après-midi. Il y a beaucoup d'étudiants déjà inscrits? Non, pour le moment, il y a un groupe de 4 personnes.
C'est très bien pour vous. Comme ça, vous pourrez beaucoup parler. Que se passe-t-il dans cette situation? Mesdames, Messieurs, pour cette dernière rencontre de l'année, je tiens tout particulièrement à saluer Monsieur Laplace pour les services rendus à la société Décorama tout au long de sa carrière. C'est avec regret que nous le voyons partir aujourd'hui à la retraite, mais nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans ses futures activités. Pour quelle raison Monsieur Laplace est-il salué par son collègue? Service clientèle, bonjour. Allô? Bonjour, ici Madame Duval, voilà. Depuis ce matin, je n'ai plus de connexion Internet. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai essayé plusieurs fois de me connecter, mais j'y arrive pas. À chaque fois, j'ai un message d'erreur. Mon ordinateur ne reconnaît plus la connexion Internet. Et quel est votre... Puis vous comprenez, c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a vraiment un problème. Je comprends bien, madame, mais quel est... Il faut absolument que j'ai une connexion avant la fin de la matinée. C'est mon outil de travail. Oui, mais il faut... Non, parce que dans ces conditions, moi, je change d'opérateur. Écoutez, madame, depuis tout à l'heure, j'essaie de vous dire qu'il faut en fait vous adresser directement au service technique. Vous êtes ici au service clientèle et je ne peux rien faire pour vous. Oh là là, c'est pas vrai. Il faut que je m'adresse à quelqu'un d'autre alors? Je peux vous transférer si vous voulez. Et comment? Quel est l'objet de cet appel? Service clientèle, bonjour. Allô? Bonjour, ici Madame Duval, voilà. Depuis ce matin, je n'ai plus de connexion Internet. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai essayé plusieurs fois de me connecter, mais j'y arrive pas. À chaque fois, j'ai un message d'erreur. Mon ordinateur ne reconnaît plus la connexion Internet. Et quel est votre... Puis vous comprenez, c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a vraiment un problème. Je comprends bien, madame, mais quel est... Il faut absolument que j'ai une connexion avant la fin de la matinée. C'est mon outil de travail. Oui, mais il faut... Non, parce que dans ces conditions, moi, je change d'opérateur. Écoutez, madame, depuis tout à l'heure, j'essaie de vous dire qu'il faut en fait vous adresser directement au service technique. Vous êtes ici au service clientèle et je ne peux rien faire pour vous. Oh là là, c'est pas vrai. Il faut que je m'adresse à quelqu'un d'autre alors? Je peux vous transférer si vous voulez. Et comment? Qu'est-ce qui explique l'énervement de Madame Duval? Notre invité aujourd'hui, Guillaume Dulondel, fondateur du site bienpartirenvacances.fr. Alors, donnez-nous quelques astuces pour bien choisir notre future location de vacances sur Internet. Eh bien, je ferai une première recommandation très simple. Lorsque vous regardez les annonces sur Internet, je conseille de privilégier celles avec des commentaires des précédents locataires. Cela permet toujours d'avoir une meilleure idée. Ensuite, il est préférable de contacter le propriétaire par téléphone et demander des précisions sur les équipements, les distances, l'environnement, pour vous assurer que l'hébergement correspond bien à ce que vous voulez. Enfin, n'oubliez pas de demander l'original de votre contrat de location par courrier. Sur quoi Guillaume Dulondel intervient-il?
Assister à une émission de télé ou de radio, ça vous tente ? Si certains considèrent encore le public comme une simple machine à applaudir, d'autres, plus confidentiels, sont des véritables bons plans pour qui souhaite découvrir l'envers du décor de la société du spectacle. Au programme, concerts gratuits, débats enflammés et champagne à volonté. Pour les modalités d'accès et des inscriptions, rendez-vous vite sur notre site www.onenregistre.fr. Pour quelle raison doit-on aller sur le site onenregistre.fr ? Bonjour monsieur, je recherche un appartement à louer dans le 4e. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer ? Il vous faut combien de pièces ? Au moins un F4 ou F5. 80 mètres carrés minimum. Bien situé, calme, en étage élevé et avec ascenseur. Pas facile à trouver dans ce quartier. J'ai très peu d'annonces, surtout pour cette catégorie de logement. En revanche, à la vente, j'ai plusieurs biens à vous proposer. Ce sont des immeubles neufs où les charges sont réduites. C'est pas exactement ce que je prévoyais, mais on peut creuser la question. C'est où exactement ? Oh, vous allez voir, je pense justement à un superbe 5 pièces sur l'île Saint-Louis. C'est au 5e étage, sans vis-à-vis, sur la Seine, avec une vue splendide sur Paris. L'appartement a vraiment beaucoup de cachet. Tenez, voici sa fiche descriptive. Vous souhaitez le visiter ? En bas à droite, c'est le prix de l'appartement ? Oui, mais c'est le prix demandé. Le propriétaire est sans doute prêt à négocier. Bon écoutez, je vais réfléchir. J'en parle à mon mari et je vous recontacte si nous sommes intéressés. C'est parfait, on fait comme ça. À bientôt alors. Quelle phrase correspond le mieux à la situation ? Bonjour monsieur, je recherche un appartement à louer dans le 4e. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer ? Il vous faut combien de pièces ? Au moins un F4 ou F5. 80 mètres carrés minimum. Bien situé, calme, en étage élevé et avec ascenseur. Pas facile à trouver dans ce quartier. J'ai très peu d'annonces, surtout pour cette catégorie de logement. En revanche, à la vente, j'ai plusieurs biens à vous proposer. Ce sont des immeubles neufs où les charges sont réduites. C'est pas exactement ce que je prévoyais, mais on peut creuser la question. C'est où exactement ? Oh, vous allez voir, je pense justement à un superbe 5 pièces sur l'île Saint-Louis. C'est au 5e étage, sans vis-à-vis, sur la Seine, avec une vue splendide sur Paris. L'appartement a vraiment beaucoup de cachet. Tenez, voici sa fiche descriptive. Vous souhaitez le visiter ? En bas à droite, c'est le prix de l'appartement ? Oui, mais c'est le prix demandé. Le propriétaire est sans doute prêt à négocier. Bon écoutez, je vais réfléchir. J'en parle à mon mari et je vous recontacte si nous sommes intéressés. C'est parfait, on fait comme ça. À bientôt alors. Comment se termine l'échange ? Alors, Madame Lalonde, vous êtes psychothérapeute et venez de terminer un ouvrage sur les nouvelles familles. Alors, dites-nous, quels sont pour vous les enjeux de la recomposition familiale ? Eh bien, la plus grande difficulté consiste à définir les rôles de chacun. Si je vous demandais de me définir le beau-parent, quelle serait votre réponse ? Est-ce celui ou celle qui s'investit dans la discipline de tous les enfants du foyer ? À partir de quel moment, suivant la vie commune, le nouveau conjoint peut-il porter le qualificatif de beau-parent ? Qu'est-ce qui détermine l'entrée dans ce rôle ?
On comprendra que la composition d'une nouvelle famille est un processus qui exige temps et adaptation, aussi bien pour le parent naturel, le beau-parent, que pour les enfants. La famille recomposée n'a pas de modèle. Les nouveaux conjoints devront définir le fonctionnement et le partage des rôles. Les chercheurs l'ont dit et redit, la recomposition familiale est un défi, car le pourcentage de rupture est plus élevé que lors d'une première union. Dans tous les cas, elle requiert beaucoup d'amour et de patience. Selon Madame Lalonde, quel problème principal se pose face à la recomposition familiale? Alors Karim, qu'est-ce que t'as fait de beau le week-end dernier? Je suis allé à Lyon avec des potes pour voir la fête des Lumières, c'était super génial, il y avait du monde partout. Ah oui? Et qu'est-ce que vous avez vu? On s'est baladé dans le centre-ville, sur la presqu'île, sur les berges et dans le Vieux-Lyon. D'ailleurs, les vestiges romains sont super chouettes. Il y avait des spectacles de son et lumière un peu partout dans la ville. Cette année, par exemple, la façade de la cathédrale Saint-Jean était colorée comme elle a dû l'être au Moyen-Âge. C'était vraiment trop beau. Ah ouais? Et ça a lieu chaque année cette fête? Ben ouais, et en plus les événements sont toujours différents. Par contre, les Lyonnais mettent des lumignons à la fenêtre tous les 8 décembre au soir. Et en fait, c'est une histoire qui remonte au Moyen-Âge. La Vierge aurait sauvé la ville de la peste. Et depuis, ses habitants lui rendent hommage chaque année. Ah tiens, c'est intéressant. J'aurais cru que c'était lié aux frères Lumière. Andouille, tu ferais bien d'aller plus souvent à Lyon. D'après cet échange, qu'est-ce que la fête des Lumières? Attendions. Bienvenue. Voilà ce qu'est le tourisme chez l'habitant. C'est la dernière tendance pour voyager autrement. Plus sympa, moins cher, c'est en train de devenir une vraie mode. En effet, je pense qu'aujourd'hui, dans un monde de plus en plus mondialisé, aux produits un peu stéréotypés, on a envie pendant ces vacances d'une rencontre. Parce qu'en fait, on est chez quelqu'un toujours différent, qui a une histoire. On a envie d'avoir le sentiment de découvrir autrement, avec les bonnes adresses, et pas le piège à touristes. Et puis de belles maisons, des décorations qui ont une âme et qui sont uniques, en fait. On vient y chercher des émotions, des souvenirs, un séjour, et pas uniquement une nuit. Comment la personne interviewée conçoit-elle les vacances chez l'habitant? Et maintenant, parlons de ces adolescents qui un jour décident de ne plus manger de viande. Pour la plupart, cette lubie ne dure seulement que quelques jours, mais pour d'autres, cette décision se transforme en véritable conviction. Alors comment les parents doivent-ils réagir dans cette situation? Faut-il accepter ou au contraire se fâcher? Les adolescents peuvent-ils devenir végétariens sans risque pour leur santé ou encore leur croissance? Car lorsqu'un adolescent décide de devenir végétarien, cela révolutionne le quotidien de tout le monde, surtout celui de la maman pour qui faire les courses peut devenir un vrai casse-tête. Mais attention, ce n'est pas parce que votre adolescent veut devenir végétarien qu'il faut le déresponsabiliser sur son alimentation. Bien au contraire. Devenir végétarien, c'est manger davantage de légumes. Donc, il faut les acheter, les éplucher, les préparer. Il faut donc que l'enfant participe. Quelle est la conséquence présentée ici lorsqu'un adolescent décide de devenir végétarien?
Voilà tout juste un an, notre pays sortait d'une vague d'émeutes urbaines sans précédent qui avait embrasé plus d'une centaine de quartiers sensibles de notre République. Il avait suffi de 2 éléments déclencheurs rapprochés, la visite tumultueuse du ministre de l'Intérieur sur la dalle d'Argenteuil, un 23 octobre en soirée, suivie quelques jours après de la mort tragique de 2 adolescents dans un transformateur à Clichy, pour que l'embrasement se généralise, largement relayé par les médias. Qu'est-ce qui est à l'origine des émeutes urbaines dont parle le conférencier ? Alors, qu'est-ce au juste que la contrefaçon? Est-ce qu'il suffit de fabriquer un produit qui imite l'apparence d'un autre dans le but de tromper le consommateur, ou est-ce que ce mot recouvre autre chose? Non, le mot contrefaçon recouvre, quelle qu'en soit la forme et les modalités, le fait de copier un produit, alors dans sa forme, dans ses caractéristiques, dans son apparence, et de prétendre tromper, et de vouloir, pas prétendre, de vouloir tromper le consommateur en lui offrant un produit qui n'est pas le produit original. Donc ça peut être des contrefaçons de brevets, des contrefaçons de marques, des contrefaçons de dessins. Bref, c'est l'ensemble de la propriété industrielle qui est concerné par la contrefaçon. Alors le mot contrefaçon a une connotation péjorative, sous-entendant un produit de mauvaise qualité. Est-ce qu'il y a des contrefaçons de qualité, Benoît Battistelli? Bien, je crois que la contrefaçon, d'abord, il faut bien voir que c'est un vol. C'est le vol de ce qui appartient à quelqu'un d'autre, qui a investi de l'argent, qui a développé, qui a eu des idées, qui a innové. Donc, par définition, la contrefaçon est quelque chose de négatif. Alors, il y a des contrefaçons plus ou moins réussies, entre guillemets, plus ou moins proches du modèle. Mais ça ne change pas ce qui est fondamental, à savoir que c'est d'abord un produit copié, donc un produit volé. Quel est le sujet principal de cet échange ? Ce serait une grossière erreur que de s'en limiter à la linguistique ou aux sciences du langage, parce que ça consisterait à croire qu'une langue, c'est simplement un code, une mécanique, des sons qui se mettent ensemble pour faire des mots, qui se mettent ensemble pour faire des phrases, et qu'il suffit de maîtriser le code pour savoir la parler et s'en servir. Grossière erreur, puisqu'on a passé beaucoup de temps à essayer de comprendre pourquoi la langue, c'est aussi une façon d'exister, une façon d'entrer en relation avec les autres, avec le monde, une façon de s'insérer dans des groupes sociaux, et donc à quel point il faut prendre en compte tous ces aspects existentiels ou identitaires des pratiques langagières. Dans ces champs de référence, quelques conclusions. La première, c'est qu'une langue a 2 fonctions principales. Une fonction communicative, c'est-à-dire que c'est un système qui permet de transmettre des informations, des messages, et une fonction sociale et identitaire, c'est-à-dire qu'elle permet à l'individu, au groupe humain d'exister, d'entrer en relation, de dire qui il est, qui il n'est pas, ce qui explique qu'il y ait plusieurs langues sur Terre et pas une seule. Qu'explique la personne ?
Et puis, lors de ces journées, de ces entretiens de la francophonie, un thème était aussi à l'honneur, celui de la troisième francophonie. Qu'est-ce que c'est que ça, la troisième francophonie? J'ai voulu en savoir plus à propos de deux personnes qui prononçaient les conférences inaugurales de cette journée d'études. Il s'agit de Madame Thonnu Tin Ninh, qui est à l'initiative, à l'origine d'une université privée, l'université Tri Viet au Vietnam, et il s'agit de Jean Tabimanga, qui est lui recteur de l'université de Yaoundé au Cameroun. Monsieur Tabimanga, quelle est la teneur particulière de ces 7e entretiens? La substance de ces entretiens est de réfléchir sur la troisième francophonie. Après celle de la colonisation, celle des indépendances, il y a une francophonie qui est adossée à la mondialisation. Donc vous avez l'impression qu'on est vraiment dans un troisième temps francophone. Hein? Oui. Colonisation, indépendance et maintenant, je dirais pas autonomie, mais enfin quelque chose qui se situe par rapport à cette mondialisation. Absolument, c'est un troisième temps et qui a des enjeux particuliers, cet enjeu de diversité bien sûr culturelle, ces enjeux aussi de développement économique, surtout des pays africains subsahariens et membres de l'OIF, mais cela dans un contexte concurrentiel où d'autres acteurs économiques et culturels ont fait leur entrée dans le champ des coopérations traditionnelles. Il s'agit bien sûr d'un certain nombre de pays de l'Amérique latine et des pays asiatiques qui ont investi un certain nombre de chantiers stratégiques et structurels importants pour le développement de l'Afrique. Comment est-ce que dans cette troisième étape de la francophonie aborde-t-elle ces questions de la concurrence, ces questions de son positionnement à partir de la définition de son cœur de métier et c'est sa magistrature d'influence. Quel est l'objectif principal de ces 7e entretiens de la francophonie? On célèbre les 400 ans de la naissance de la ville de Québec, une célébration qui a lieu au Canada, bien sûr, mais aussi en France. Samuel de Champlain, l'explorateur qui a fondé Québec, était originaire de Brouage, dans l'actuelle Charente-Maritime, sur la côte atlantique française. Et c'est tout naturellement que le chef-lieu de ce département, la ville de La Rochelle, fête le 400e anniversaire de Québec. Tu peux me choquer la drisse de spi rouge? Non, vas-y, tire dessus. Vas-y, c'est celle-là. On va ranger les housses, on va enlever les capots des instruments. Et allez, tire. On largue les amarres et on est parti. C'était le 8 mai dernier sur le port de La Rochelle. 45 bateaux de plaisanciers sont sur le départ pour une grande traversée de l'Atlantique en hommage à Samuel de Champlain, fondateur de Québec, et à tous ceux qui ont quitté l'Ouest français pour s'installer en Nouvelle-France. Pascal Coutan fait partie des navigateurs. Son bateau s'appelle la Luciole. Il est en train de terminer ses préparatifs. Alors nous, on va descendre jusqu'aux Açores. Et donc après, on remonte très légèrement pour rentrer à Gaspé, à l'entrée du Saint-Laurent, fleuve Saint-Laurent, qui mènera après 400 000, c'est-à-dire 800 km, pour arriver à Québec. Je refais cette route parce que c'est le symbole. C'est vrai que les Québécois sont partis de La Rochelle, entre autres. Il y a beaucoup de Rochelais qui sont arrivés à Québec et puis beaucoup de Charentais. Champlain était lui-même Saintongeais. Moi, je suis né en Saintonge. Voilà. Pourquoi cette célébration a-t-elle lieu à La Rochelle ?
Professeur Jamet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Priorité Santé. Ce titre, pour nos ados, soyons adultes, est-ce que ça veut dire que les parents ne sont pas toujours adultes et jouent un peu les copains avec leurs enfants ? Oui, mais c'est surtout qu'ils n'osent pas se montrer adultes. Vous voyez, actuellement, je pense que les parents dans l'ensemble sont très présents, ne démissionnent pas, sont très impliqués avec leurs ados, mais se sentent très seuls, sont très débordés et ne savent plus, au fond, quelle référence. Ils ne savent plus opposer de résistance. Et je crois que l'adulte, c'est quand même celui qui a un certain nombre de valeurs, de références, et qui résiste aux tentatives ou aux tentations de l'adolescent de les bousculer. L'adolescent va se construire dans cet échange, parfois un peu vif ou vigoureux, mais qui lui permet au fond aussi de faire ses preuves tout en étant rassuré par au fond la permanence des parents. Les parents n'osent plus, ne se sentent plus légitimes au fond. Et pourtant l'adolescent a besoin d'un adulte en face. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est un peu le sens de ce livre. Je voudrais dire aux parents, osez être adultes, c'est-à-dire osez montrer vos valeurs et osez imposer un certain nombre de limites. Alors, c'est beaucoup plus difficile dans une société ouverte. C'est la rançon d'une plus grande ouverture, ce qui est une chance. Voilà, là aussi, je crois que l'évolution actuelle, beaucoup plus libérale, est une chance quand même. Elle va dans le sens aussi de la vie. Alors, c'est triste que pour 20 ou 25% des ados, cette liberté plus grande qu'ils ont, ils l'utilisent au fond, je dirais, à se taper la tête contre eux, à se taper la tête contre les murs de la société. D'après ce chercheur, quelle est souvent l'attitude des parents face aux adolescents ? La plus ancienne maman sur Terre, c'est donc un poisson, un fossile d'à peu près 10 cm de long. Il est vieux de 380 millions d'années. Ce fossile étonnant, il a été découvert sur la côte nord-ouest de l'Australie. Il portait son petit encore attaché au cordon ombilical. C'est donc le premier embryon fossile découvert avec cordon ombilical et c'est aussi la plus ancienne créature au monde à donner naissance à un jeune. Daniel Gouget, bonjour. 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 Daniel Gouget, vous êtes professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, spécialiste de la paléontologie des vertébrés et des poissons. Quelle est l'importance de cette découverte ? Est-ce réellement une sorte de grande pierre blanche dans l'histoire du vivant sur notre grosse boule bleue ? C'est très important dans la mesure où ça permet de mettre en valeur toute une qualité du nouveau matériel que l'on exploite maintenant en paléontologie. Le gisement dont vous avez dit que c'est dans la côte nord de l'Australie, en fait, c'est pas la côte. C'est à l'intérieur des terres. C'est un poisson fossile. Donc, pour le récolter... Ah oui, d'accord, c'est pas sur le littoral. Il n'était pas à côté de l'eau. Justement, ça c'était la côte quand il y avait la mer. C'était un lagon. D'accord. C'est entouré par un récif de corail et dans le lagon, il y a toute une série de nodules, c'est-à-dire des concrétions calcaires qui contiennent des fossiles. Et on a récolté à peu près 10 000 nodules dans cette localité. Et un nodule sur 1000, oui, mais c'est énorme, mais il y a un nodule sur 1000 qui contient un fossile. Hein. Ah oui, d'accord. Et donc, ça supposait, ça a commencé, la fouille a commencé à être faite il y a de cela plus de 30 ans. Et la particularité de ce gisement, justement, c'est que les fossiles sont conservés en 3 dimensions. Quelle est la spécificité de la découverte dont il est question dans cette émission ?